So, without further ado, since I want to try to do the story in under 15 minutes, I'm gonna start right now. So, Barbe Bleue by Charles Perrault. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuit devant lui. Une de ses voisines, dame de qualité, avait deux filles parfaitement belles, et lui en demandait en mariage, et lui laissa le choix de ce qu'elle voudrait lui donner. Elle n'en voulait point toutes deux, et se le renvoyait l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre l'homme qui eut la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes, et qu'on ne savait pas ce que ces femmes étaient devenues. Barbe Bleue, pour faire connaissance, les mena avec leur mère, et 3 ou 4 de leurs meilleurs amis, et quelques jeunes gens du voisinage à une de ces maisons de campagne, où on demeura les jours entiers. Ce n'était que promenade, que parties de chasse et de pêche, que danse et festin, que collation. On ne dormait point, et on passait toute la nuit à se faire des malices les uns aux autres. Enfin, tout allait si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue, et que c'était un fort honnête homme. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'un mois, Barbe Bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province de 6 semaines au moins, pour une affaire de conséquence, qu'elle la priait de se bien divertir pendant son absence, qu'elle fit venir ses bonnes amies, qu'elle les mena de la campagne si elle voulait, que partout elle vit bonne chaîne. Voilà, lui dit-il, les clés des 2 grands garde-meubles, voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent, qui ne sert pas tous les jours, voilà celle de mes coffres-forts, où est mon or et mon argent, celle des coffrets, où sont mes pierreries, et voilà le passe-partout de tous les appartements. Pour cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement bas. Ouvrez tout, allez partout, et pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer, et je vous le défends de telle sorte que s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère. Elle promit d'observer exactement tout ce qui lui venait d'être ordonné, et lui, après l'avoir embrassé, il monte dans son carrosse et part pour son voyage. Les voisines et les bonnes amies n'attendirent pas qu'on les envoyât chercher pour aller chez la jeune femme, tant elles avaient impatience de voir toutes les richesses de sa maison, n'ayant osé y venir pendant que le mari y était, à cause de sa barbe bleue qui leur faisait peur. Et voilà aussitôt à parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes, toutes plus belles, plus riches les unes que les autres. Elles montèrent ensuite au garde-meuble, où elles ne pouvaient assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries, des lits, des sofas, des cabinets, des guéridons, des tables et des miroirs, où l'on se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête, et dont les bordures, les unes de glace, les autres d'argent, et de vermeil doré, étaient les plus belles et les plus magnifiques qu'on eût jamais vues. Elles ne cessaient d'exagérer et d'envier le bonheur de leur ami, qui cependant ne se divertissait point à voir toutes ces richesses, à cause de l'impatience qu'elle avait d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement bas. Elle fut si pressée de sa curiosité que, sans considérer qu'il était malhonnête de quitter sa compagnie, elle y descendit par un petit escalier dérobé, et avec tant de précipitation qu'elle pensa se rompre le cou 2 ou 3 fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite, et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé, et que dans ce sang gisaient les
ses esprits. Elle ramassa la clé, referma la porte et monta à sa chambre pour se remettre au lit. Mais elle n'en pouvait y répondre, tant elle était dégoûtée. Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée de sang, elle l'essuya 2 ou 3 fois, et le sang ne s'en allait point. Elle eut beau la laver, et même la frotter avec du sablon et avec du grès, il lui demeura toujours du sang, car la clé était magique, et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on ôtait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. Barbe-Bleue revint de son voyage dès le soir même, et dit qu'il avait reçu des lettres en chemin, qui lui avaient appris que l'affaire pour laquelle il était parti venait d'être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son bon retour. Le lendemain, il lui leur redemanda les clés, et elle les lui donna, mais d'une main si tremblante qu'il devina sans peine tout ce qui s'était passé. D'où vient, lui dit-il, que la clé du cabinet n'est moins avec les autres? Sans doute, dit-elle, que je l'ai laissée là-haut sur ma table. Ne manquez pas, dit la Barbe-Bleue, de me la donner tantôt. Après l'avoir retardé le plus possible, il fallait apporter la clé. Barbe-Bleue l'ayant examinée, dit à sa femme: pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé? Je n'en sais rien, répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort. Vous n'en savez rien, reprit Barbe-Bleue. Je le sais bien, moi. Vous avez voulu entrer dans le cabinet. Eh bien, madame, vous y entrerez, et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. Elle se jeta aux pieds de son mari, en pleurant et en lui demandant pardon, avec toutes les marques d'un vrai repentir de n'avoir pas été obéissante. Elle aurait attendri un rocher, belle et affligée comme elle était, et Barbe-Bleue avait le cœur plus dur qu'un rocher. Il faut mourir, madame, lui dit-il, tout à l'heure. Puisqu'il faut mourir, répondit-elle en le regardant, les yeux baignés de larmes, donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. Je vous donne un quart d'heure, reprit Barbe-Bleue, mais pas un moment de plus. Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur et lui dit: ma sœur Anne, car elle s'appelait ainsi, monte, je te prie, sur le haut de la tour, pour voir si mes frères me viennent voir. Ils m'ont promis qu'ils viendraient me voir aujourd'hui, et si tu les vois, fais leur signe de se hâter. La sœur Anne monta sur le haut de la tour, et la pauvre affligée lui criait de temps en temps: Anne, ma sœur, Anne, ne vois-tu rien? Et la sœur Anne lui répondait: je ne vois rien que le soleil qui boudoie et l'herbe qui verdoie. Cependant, Barbe-Bleue, tenant un grand couteau à la main, criait de toute sa force à sa femme: descends vite, ou je monterai là-haut. Encore un moment, s'il vous plaît, lui répondait sa femme, et aussitôt elle criait tout bas: Anne, ma sœur, Anne, ne vois-tu rien venir? Et la sœur Anne répondait: je ne vois rien que le soleil qui boudoie et l'herbe qui verdoie. Descendons vite, criait la Barbe-Bleue, ou je monterai là-haut. Je m'en vais, répondait sa femme, et puis elle criait: Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je vois, répondit la sœur Anne, une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. Sont-ce mes frères? Hélas non, ma sœur, c'est un troupeau de moutons. Ne veux-tu pas descendre? Criait la Barbe-Bleue. Encore un moment, répondait sa femme, et puis elle riait: Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je vois, répondit-elle, 2 cavaliers qui viennent de ce côté-ci, mais ils sont bien loin encore. Dieu soit loué, s'écria-t-elle un moment d'après. Ce sont mes frères. Je leur fais signe, tant que je puis, de se hâter. Barbe-Bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit et alla se jeter à ses pieds, tout éplorée et tout échevelée. Cela ne sert de rien, dit Barbe-Bleue, ils vont mourir. Puis la prenant d'une main par les cheveux et de l'autre, levant le couteau en l'air, il allait lui trancher la tête. La pauvre femme, se tournant vers lui, en le regardant avec des yeux mourants, le pria de lui tenir un petit moment pour se recueillir. Non, non, dit-il, recommande-toi bien à Dieu, en levant son bras. À ce moment, on heurta si fort à la porte que Barbe-Bleue s'arrêta tout court.
presque aussi morte que son mari, et n'avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères. Il se trouva que Barbe-Bleue n'avait point d'héritier, et qu'ainsi sa femme demeura maîtresse de tous ses biens. Elle en employa une partie à marier sa sœur Anne avec un jeune gentilhomme, dont elle était aimée depuis longtemps, et une autre partie à acheter des charges de capitaine à ses deux frères, et le reste à se marier elle-même à un fort honnête homme, qui lui fit tout